C'est bon? Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Bon, on va commencer cette soirée avec un peu de retard pour changer, fidèle à nos habitudes. J'aimerais saluer d'abord tous ceux qui sont présents ici dans la salle, en vous remerciant d'être là. On va essayer de faire une intervention de, je l'espère, 50 minutes à 1 heure maximum, et puis vraiment laisser du temps aux questions. Est-ce que c'est bon? Parce que je dois juste avoir une confirmation que toutes les plateformes fonctionnent. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Donc j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, Periscope, Twitter et puis Instagram. Et le sujet de ce soir est un sujet important, il a trait à la liberté d'expression. Alors effectivement, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est important. Là, nous sommes et nous parlons depuis Paris, donc ce qui est en train de se passer en France est important. Mais pour toute personne qui a le souci de l'information sur le plan international, vous savez que ces questions se posent dans toute l'Europe et dans tout l'Occident, dans tout le Nord, et à plus forte raison, et vous le verrez dans ce que je dirai, également dans les pays du Sud. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe de débat quand on parle de la liberté d'expression. Ce sont des sujets qui sont fondamentaux et c'est des sujets, vous le voyez dans le sous-titre, qui sont liés à une grave manipulation politique par des pouvoirs. Parce que quand on parle de liberté, on parle de rapport de force, un rapport de pouvoir. Qui dit la liberté, qui en dit le contenu et qui en dit la limite. Donc on parlera de cela. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour que les internautes qui sont avec nous et ceux qui sont présents ici dans la salle soient tenus au courant de ce que nous lançons et que nous avons lancé hier, à savoir le centre de recherche et de formation Shifa, qui est lié à une idée, une philosophie de l'éducation. Il faut que je parle plus fort? Bon. Alors, je ne sais pas dans quel micro il faut que je parle plus fort, je pense dans celui-ci. Le centre de formation Shifa a une vocation. Nous avions commencé un autre centre de formation à l'époque qui s'appelait l'IF, et ça, c'est un tout petit peu différent. C'est l'idée de penser le savoir avec deux exigences. Penser le savoir de façon fondamentalement transdisciplinaire. C'est-à-dire que la plus grande imposture de l'éducation, c'est de nous faire croire que l'éducation, ce sont des disciplines et qu'elles sont cloisonnées, qu'il suffit et qu'il faut se spécialiser dans l'une sans être forcément au courant de l'autre. Et ça, c'est une imposture. Pourquoi? Parce que plus que simplement l'imposture sur le savoir, c'est de ne pas parvenir, de ne pas atteindre les objectifs du savoir. Les objectifs du savoir, c'est autant l'acquisition de connaissances que la transformation d'un comportement, que la réforme du monde et que l'expression également de la solidarité humaine. Une éducation qui manquerait le but de l'humanisme au sens de l'empathie humanitaire n'est plus une éducation. C'est une façon d'acquérir du savoir pour s'en sortir, mais non pas pour être solidaire avec l'humain. Et tout ce que l'on sait de toutes les spiritualités, à plus forte raison de la tradition musulmane, c'est que savoir, c'est agir, agir, c'est servir. Et que c'est ça la philosophie que nous voulons traduire dans ce centre-là. Et donc, nous êtes enseignements. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont liés à l'islam, puisque chacune des lettres de Shifa, le C c'est pour cosmologie et cosmogonie, le H c'est pour l'humanisme, le I c'est pour l'islam qui est central sans être exclusif, le F c'est les finalités et le A c'est la conception de l'homme et l'anthropologie. À travers ceci, comprendre, et on aura des enseignements qui seront liés aux fondamentaux de l'islam, c'est-à-dire que ce soit la spiritualité à la pratique, on ira aussi jusqu'à une meilleure compréhension de la tradition mystique, le soufisme, et puis une conception de l'humanisme, une conception aussi des finalités. Donc il y a des cours sur la psychologie aussi, il y a des cours sur l'environnement, il y a des cours sur la mystique, il y a des cours qui vont être aussi sur l'éducation
ajouter à tout ce que sont les fondamentaux. En d'autres termes, quand on dit qu'il y a des disciplines fondamentales, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le fondamental, c'est la fondation. La fondation suppose une maison et la maison, il faut l'habiter. Il faut l'habiter de tous les autres savoirs. Et donc, de ce point de vue, c'est cela qu'on veut essayer de faire, parcourir les savoirs avec la finalité qui est un savoir qui nous construit, mais un savoir qui nous transforme en être solidaire. Raison pour laquelle ce que nous avons décidé, c'est que tous ceux qui, au Nord, pourront aider solidairement le parrainage de quelqu'un du Sud, eh bien, ils pourront le faire, et que nous aurons des cours en présentiel, c'est-à-dire elles sont limitées les places en présentiel, des cours en distanciel pour ceux qui ne peuvent pas venir, et c'est plus de 100 heures de cours sur l'année, répartis en différents cours, avec des modules aussi de personnes qui sont musulmanes, de personnes d'autres confessions, voire de personnes qui n'ont pas de confession mais qui ont un savoir, parce que le savoir se prend de n'importe quel esprit, le plus important c'est pas sa source, c'est ce qu'on en fait. Et donc c'est cette idée-là qui va être déterminante dans notre approche. Donc nous voulons que ce soit accessible, et solidaire, et donc on va aussi s'arrêter à des éléments qui sont importants, c'est-à-dire le savoir c'est la substance mais c'est aussi la forme, ça veut dire aussi l'art de l'expression, la maîtrise de son vocabulaire, savoir ce que l'on dit quand on parle, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup sans beaucoup s'arrêter ou sans suffisamment s'arrêter, et vous le voyez hein, aujourd'hui dans les médias, beaucoup de mots, peu de sens. Alors maintenant, il faut ajouter un peu de silence et beaucoup de sens avec cette éducation-là. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire avec tout ce que nous ferons. 15% de tout ce que nous récolterons sera orienté, et en particulier avec les participants du présentiel, vers des projets solidaires orientés vers 3 axes. Les migrants, les laissés pour compte, parce que ce sont ceux qui sont sans pouvoir et dont personne ne parle. Regardez la honte que pour nous de ce qui se passe aujourd'hui à Lesbos, mais pas seulement, c'est la honte pour l'Europe, mais ce qui se passe à la frontière mexicaine aux États-Unis, c'est l'horreur, et ce qui se passe dans tellement de pays africains, c'est une horreur. La migration, c'est l'expression la plus réelle de la déshumanisation de ceux qui bougent, dans l'esprit et dans la conscience de ceux qui restent, de ceux qui ont leur demeure et de ceux qui ont leur vie. Et donc on travaillera aussi sur cette question de la migration, sur la réalité carcérale, parce que si non seulement la prison est un scandale en soi, eh bien ce qu'on en fait, la façon dont les gens sont traités, il faudra qu'on en parle, il faudra qu'on puisse être solidaire avec la réalité carcérale, et puis tout ce qui concerne aussi l'éducation. Voilà, c'est un tout petit peu la philosophie. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez un site qui s'appelle shifacentre.org. Vous avez une page Facebook et vous avez toutes les possibilités de vous inscrire. Que vous soyez en Afrique, et on a fait un véritable effort pour tous les francophones en Afrique, dans le Grand Sud, parce qu'il y a aussi des gens qui nous parlent d'Inde ou qui nous parlent d'autres pays asiatiques, et puis que vous soyez en Europe ou n'importe où dans un pays du Nord. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Si vous avez des questions, vous qui êtes ici dans la salle ou ceux qui nous suivent, eh bien, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Mais je ne vais pas aborder les questions maintenant, je vais entrer directement dans le sujet. Il est important et il est central. Alors, le titre est un peu provocateur, mais pas vraiment. Comme l'affiche a été mal compris par certains, comme j'ai pu le voir sur Facebook, puisqu'on a repris des images qui étaient sorties ici et là, notamment de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo n'est pas une affaire française. Charlie Hebdo est une affaire de civilisation. Souvenez-vous, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé après les meurtres et les assassinats, eh bien, il fallait être Charlie d'un bout à l'autre de la planète. Et même les plus grands dictateurs furent l'espace d'une manifestation Charlie. Les pires, parmi les pires. Mais ça, c'est pas la question. La question, c'est de se dire qu'est-ce qui se cache derrière cette espèce de débat que l'on a eu sur la liberté d'expression, qui revient maintenant, puisqu'il y a aujourd'hui le procès, et que on a l'impression que Charlie Hebdo veut régler ses comptes encore maintenant. Mais nous, on n'a pas de compte à régler, on a simplement une pensée à expliciter et des choses à dire par rapport à cette question. Alors, et pourquoi toujours ? Ça peut être à l'approche d'élections, ça peut être quand il y a des enjeux politiques majeurs, on a cet éternel retour de ce débat
qui est lié sur la liberté d'expression, qui est lié... ceux d'entre vous qui ont plus de 50 ans se souviennent quand même que ça fait pratiquement maintenant 40 ans que la question du voile revient systématiquement avec une espèce de régularité dans le débat, avec cette particularité, c'est que ce qu'on pensait être le pire dans le passé devient le normalisé du présent. Et donc on entend des choses qu'on ne pouvait même pas avoir imaginé entendre il y a 30 ans et qui se normalisent. Donc il y a un double processus, il y a un processus certain. Et c'est ça aussi qu'il faut, à mon sens, ce dont il faut se souvenir. Il y a un processus de normalisation de la présence musulmane en Occident. C'est un fait. Et inversement, vous avez en face de ceci des crispations et qui vont faire feu de tout bois. C'est-à-dire tout devient un problème. D'ailleurs, on rentre avec un foulard, c'est un problème. Et puis il y en a qui sont aussi en mal de publicité. Donc il faut se rendre compte que le taux de crispation ne veut pas dire le taux de fracture, mais peut-être justement la peur chez certains d'une réalité de la présence avec laquelle il va falloir composer et qu'il y a aussi une réalité historique. Ça, c'est pas simplement pour que l'on ait une perception positive, parce que le moins qu'on puisse dire, et moi je le disais déjà, certains ne comprenaient pas ce que je disais il y a 20 ans, je disais on va vers des jours difficiles. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ce que l'on est en train d'entendre, mais dire que c'est difficile, ça ne veut pas dire qu'on n'avons pas les moyens du défi. Bien sûr qu'on a les moyens du défi, mais savoir les moyens du défi, c'est aussi se préparer à pouvoir répondre à ce qui est en train de se préparer intellectuellement, politiquement, idéologiquement et socialement, parce que tout ça, ça a des conséquences. Donc il faut s'y préparer. Et là, un des sujets qui nous intéresse, c'est celui de la liberté d'expression et, encore une fois, de se poser la question de cette manipulation politique qui est derrière ce débat-là. Alors, en termes d'introduction, en guise d'introduction, 4 points que j'aimerais simplement pour qu'on soit clair, parce que certains nous disent « oui, non mais vous n'êtes pas clair, vous les musulmans, et vous, à partir de là où vous êtes, on ne sait pas très bien, et vous les musulmans, souvent, vous n'intervenez sur ce sujet que quand ça vous concerne vous ne parlez pas quand ça concerne les autres ». Soit dit en passant, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai que la voix musulmane en Occident ne s'entend que quand nous sommes les victimes de discrimination, et que de ce point de vue-là, il faut poser un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que la liberté d'expression, dans toutes les sociétés les plus libres et les plus codifiées sur le plan légal, on comprend que c'est un droit fondamental, mais on comprend que cela a des limites. Il n'y a pas de liberté absolue de dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas discriminer, le propos raciste est condamné. Donc on sait qu'il y a de ce point de vue-là, je veux dire, en termes de droits religieux, de toutes les religions, monothéistes, mais même sur les religions traditionnelles ou les traditions ancestrales, on sait que la loi détermine une limite pour dire qu'à l'intérieur de la loi qui est une limite, il y a un espace d'expression, un espace de possibilité de vivre. En d'autres termes, on ne vit la liberté que parce qu'on sait qu'il y a une limite à la liberté. Ensuite, ce débat, il s'est enrichi à travers toutes les cultures, au point, en l'occurrence, en philosophie occidentale, de retrouver des choses qu'on trouve dans le droit musulman, parce que certains ont l'impression de penser que le premier à avoir dit la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Ceux qui ont pensé que c'était venu que de Rousseau ne savent rien de la littérature des autres. Ils ne savent même pas ce qu'a été l'expression de la pensée chinoise, de la pensée musulmane. Je veux dire, cette idée que la limite de votre droit commence là où commence celle des autres, c'est pas Rousseau. C'est pas Rousseau. Oui, comme le bon sauvage, c'est pas Rousseau, c'est pas Montaigne. Je veux dire, la Renaissance occidentale, et je reviendrai sur un exemple, parce que là c'était cocasse ce que j'ai entendu cette semaine, c'est des traditions légales très très anciennes. Les propos sur la liberté que vous trouvez chez les premiers juristes musulmans, qu'on n'a jamais considérés comme des philosophes, c'était même pas des intellectuels. Je veux dire, à la limite, c'est juste des prêcheurs musulmans. Mais des gens comme El Razali, mais avant lui même, des gens qui sont de la pensée, même de la tradition soufie. La tradition soufie, la façon dont elle parle de la liberté et du rapport de la liberté à la loi est bien en avance avec tout ce qu'on entend au XVIIIe siècle. Je veux dire, et en plus,
au 19e, au 16e siècle, quand en Europe on se pose encore la question de savoir si la femme a une âme, vous avez dans la tradition musulmane une mystique, une femme, Rab al-Adawiya, qui est l'expression même de dire « c'est dans ma relation à Dieu codifiée que je trouve ma liberté ». Ah, ben oui. Bonjour Rousseau. Elle a juste 7 siècles d'avance. D'accord? Donc à partir d'un certain moment, il faut se dire, attendez, là il faut qu'on soit sérieux, ça n'est pas la liberté d'expression promue par l'Occident qui serait le monopole des valeurs occidentales qu'il faudrait qu'on compose avec toutes les autres. Nous n'avons pas à avoir, de ce point de vue-là, ni d'amnésie sur le plan de l'histoire, ni de complexe sur le plan des valeurs. Ça, c'est deux choses qu'il faut éviter dans le débat. L'amnésie sur le plan de l'histoire et le complexe sur le plan des valeurs. Parce qu'alors, c'est plus un débat, et comme je vous l'ai dit, c'est souvent lié à un rapport de force, un rapport de pouvoir. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on conçoit, donc en l'occurrence, qu'il y a des limites à la liberté d'expression, qui peuvent aller loin et qui font débat. On n'est pas toujours d'accord. Il y a une loi, par exemple, comme la loi Guesso en France, 2015, 2016, 2017, qui finalement a été acceptée par la Constitution et qui vous dit, si vous niez l'extermination des Juifs, vous êtes un négationniste et de ce point de vue-là, vous êtes condamnable, eh bien c'est une loi qui vous dit une chose, c'est-à-dire il y a des limites à votre expression, vous ne pouvez pas tout dire. Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'en Occident, il y a eu énormément de débats. Quand j'étais en Angleterre ou quand je me promenais aux États-Unis ou autres, mais ils ne comprenaient pas cette loi. Comment une société légifère sur l'histoire en disant ça, vous avez le droit de dire et ça, vous n'avez pas le droit de dire sur l'histoire. Alors, là, il a été considéré que c'était constitutionnel de juger, de condamner quelqu'un qui remettait en cause ceci, puis ensuite, une année plus tard, on a quand même considéré qu'il fallait, sur le plan de l'égalité des citoyens, considérer qu'on jugerait de la même façon tous ceux qui remettraient en cause l'esclavage, tous ceux qui remettraient en cause les crimes contre l'humanité. Mais ça, c'est un problème déjà. C'est-à-dire, qui décide de ce qui peut être dit ou pas dit sur le plan de l'histoire ? D'autant plus que l'on sait, nous tous, que l'histoire est écrite par les puissants. Et qu'en l'occurrence, on dit, c'est nous qui l'écrivons, mais c'est nous qui allons vous dire ce que vous pouvez en dire. Ah bon? Et ça ne gêne personne. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, s'il y a un espace dans lequel la loi ne devrait pas interdire la recherche et l'interprétation, c'est bien sur le domaine de l'histoire, parce que l'histoire est humaine et que l'histoire nécessite la recherche. Donc là, on est dans un vrai problème, c'est-à-dire que il y a manifestement dans toutes les sociétés, ça c'est le premier principe qu'il faut reconnaître, le fait qu'il y a des limites à la liberté d'expression, que le problème c'est qui les détermine et qu'on se rend compte que dans une société, ce sont souvent ceux qui ont le pouvoir et qui ont la décision du discours dominant qui vont vous dire ça vous pouvez le dire et ça vous ne pouvez pas le dire. Ça, c'est un premier élément et on va s'en rendre compte dans ce qui nous concerne. Je vous donne un exemple. Une fois dans un débat avec Robert Ménard, on discutait justement de la loi Guesso et tout ceci. Je lui dis, mais à un moment donné, il ne viendrait à l'esprit d'aucune personne normalement constituée de s'asseoir et de commencer à se moquer de la souffrance du peuple juif lors de l'extermination. Ça ne se fait pas. On ne rit pas de cela. C'est une véritable expérience douloureuse, donc on ne le fait pas. Et je me pose la question, pourquoi en Europe ou en France, pas en Europe, c'est pas vrai, dans certains cercles français, on estime que la sensibilité de celui qui croit a moins de valeur que la souffrance de celui qui a pu la vivre dans les entrailles de ses parents. Et il dit, ah, il y a une grande différence. Et je lui dis, c'est laquelle? Et il me dit, la souffrance et l'extermination est un fait avéré, la foi est une croyance. Il dit, mais d'où est-ce qu'il parle pour déterminer que ce qui est la vérité de la souffrance, ça doit être, on légifère, mais ce que tu crois, c'est que ce que tu crois et j'en fais ce que je veux. Même si ça te blesse, c'est qu'une fois. Mais quand ça a pu blesser, je veux dire, mais après, alors, qui décide? Qui prend la limite de ceci? Eh bien, il faut admettre que dans n'importe quelle société,
la pensée dominante, la culture dominante va façonner cet élément-là. Mais ça ne peut pas vouloir dire que celle-ci est éternelle et qu'elle ne doit pas tenir compte des sensibilités qui vont constituer la société à venir. Parce qu'alors, on serait dans une idée que ce que nous fûmes, nous resterons. Et ce que vous êtes, c'est soit vous êtes des nôtres et vous comprenez nos blessures passées, mais on ne comprendra pas votre sensibilité présente. Comment voulez-vous participer d'une société si on vous dit ou vous comprenez nos blessures et vous vous taisez, mais nous ne sommes pas obligés de comprendre vos sensibilités et vous vous taisez encore. Puis après, on va vous dire « nous ». Ben non, c'est pas nous. Vous avez décidé avant le « nous » qu'il y avait vous et nous. Et nous, on est en dehors du « vous ». Et donc, de ce point de vue, après on vient vous dire qui sont les séparatistes. Ah ben, cherchez l'erreur. L'expression même a façonné la différence. Et donc, ça, c'est un premier principe sur lequel il faut être... C'est pour ça que je prends du temps. Il est important de comprendre que quand on parle de la liberté, il faut admettre qu'il y ait des limites parce qu'on ne peut pas vivre sans ces limites. Ces limites, elles sont légales, mais elles sont aussi constituées de ce qui façonne nos sensibilités. Et que ceux qui veulent absolument ne pas comprendre qu'une société, elle ne se fait pas simplement de la législation qui comprend la faute ou le racisme, mais de sensibilités qui font qu'on peut vivre ensemble, à un moment donné, il y a ce que la loi dit, il y a ce que le bon sens permet. Ça paraît évident dans énormément de sociétés. Et aujourd'hui, en France, en fait, le bon sens permet tout, mais devrait nous faire aborder la question de la liberté d'expression, non pas simplement de façon légale, mais de façon raisonnable. Il y a de la raisonnabilité dans l'expérience juridique. Il faut aussi que l'on tienne compte de ça et se poser la question toujours de qui détermine les limites. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est sur lequel il faut être clair aussi, parce qu'on nous dit qu'on n'est pas clair. Ceux qui aujourd'hui ont tué, ceux qui ont exprimé leur liberté d'expression, évidemment, il faut les condamner. Ceux qui vont tuer des gens qui dessinent, ceux qui vont tuer, ceux qui peuvent même blasphémer. L'assassinat, le meurtre de celui qui s'exprime librement, on ne peut pas l'admettre. Ça n'existe pas. Donc il faut une condamnation. Et cette condamnation, il faut faire la différence. Je condamne tous ceux qui ont tué les dessinateurs de Charlie, comme ceux qui ont appelé au meurtre de Salman Rushdie. Ça ne veut pas dire que ma condamnation des uns veut dire que je vais célébrer les autres. Je n'aime pas ce que vous faites et je condamne ce qu'ils ont fait. Mais ça ne veut pas dire que pour l'un, cette pensée binaire, c'est la pensée des puissants. C'est celle qui vous dit soit, oui, vous le savez, c'est la pensée de ce qui exactement est arrivé après le 11 septembre, où George Bush disait soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Vous n'avez pas le choix. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui s'auto-alimente, qui s'auto-concrétise. Quand on vous dit vous êtes séparatiste, mais la façon dont on vous pose la question, elle a déjà déterminé le séparatisme. Elle vous a déjà positionné dans ou là ou là. Et si vous ne dites pas, et si vous dites oui, mais, on dit ah, le mais. Et le mais, c'est l'ambiguïté, le mais, c'est la complexité. C'est-à-dire, il n'y a plus de place à la pensée complexe dans une liberté d'expression qui est bafouée aujourd'hui et qui est à géométrie variable. Donc le deuxième principe, et il est important, c'est qu'il ne faut absolument pas jouer avec les condamnations. Il faut condamner tous ceux qui tuent et qui ne respectent pas la liberté d'expression. Mais j'ai bien dit tous ceux qui le font. Or, il n'y a pas de sélection dans la condamnation. Ça veut dire qu'autant, et entendez-moi bien, ça va, parce que les gens, quand on est en France, souvent on nous dit « Oui, il faut avoir la pensée de Voltaire ». Voltaire, il dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vous battrai pour que vous puissiez le dire ». D'abord, il ne l'a jamais dit, lui, mais on va dire que c'est Voltaire, parce que c'est beau, mais ce n'est pas Voltaire, d'accord ? Mais cette idée, on garde l'idée et on enlève le nom, d'accord ? L'idée, c'est « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit de dire ce que vous dites ». Et on vient nous dire ceci. Souvent, quand le dominant le dit, c'est beau. Maintenant, à un moment donné, il faut être clair. C'est-à-dire, oui, je condamne, et nous condamnons, et nous devons condamner tous ceux qui tuent et qui ne respectent pas la liberté d'expression, sans jamais nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est dit par celui que nous défendons.
C'est pas je défends quand ils pensent comme moi et je me tais quand ils pensent plus comme moi. C'est-à-dire que la non-sélection dans la position de principe est très importante. Alors, ça veut dire condamner effectivement ceux qui ont tué les dessinateurs ou qui ont condamné, etc., tout ce que j'ai dit, mais ça veut dire de la même façon, tous les dictateurs, tous les dictateurs des pays africains, des pays du Moyen-Orient, du pays d'Asie, qui tuent leurs opposants politiques, quels que soient leurs opposants, il faut les condamner. Mais ne venez pas nous dire, la liberté d'expression, nous sommes Charlie, pendant 30 ans vous êtes tué dans la Tunisie de Ben Ali, que vous avez soutenu, parce que qui est le plus terroriste ? Ben Ali, qui a tué tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Mais pourquoi, quand les gens ne pensent pas comme vous, vous vous taisez et vous venez nous parler, vous devez condamner ceux qui pensent comme nous? Ah bon? On condamne ceux qui pensent comme vous et vous ne condamnez pas ceux qui tuent ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous appelez ça comment? De l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation politique. Et donc, de ce point de vue, il faut aller plus loin. De la même façon, est-ce que vous allez, de ce point de vue-là, dire... Parce que mettre en scène uniquement l'assassinat qui a été celui de Khashoggi, et puis de faire un scandale, parce que c'est filmé, parce qu'on le sait, et se taire quand il y en a tellement qui sont en train de mourir dans les geôles de tous ces pays des États du Golfe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne vous intéressez pas à la liberté d'expression, vous ne vous intéressez qu'à vos intérêts. Et qu'à partir d'un certain moment, la liberté d'expression, elle ne fait pas de sélection. Et quand un État qui est un État ami, que ce soit un État arabe très riche, les Émirats, moi j'ai pris position quand au Qatar on a mis un poète en prison. Un poète en prison? Mais non, un poète il n'a pas sa place en prison. Et celui qui s'oppose en Arabie Saoudite, il n'a pas sa place en prison. Et celui qui s'oppose avec la force de son pacifisme en Israël, il n'a pas sa place en prison. De deux choses l'une. Soit dans la même phrase vous dites « Nous condamnons tous ceux qui tuent les dessinateurs, les caricaturistes et tous ceux qui tuent les opposants politiques, quelle que soit leur opinion politique, que je sois avec eux ou contre eux, tant qu'ils ne sont pas violents eux-mêmes ou qu'ils ne tuent pas et qu'ils ont une parole libre, je suis de leur côté. » Soit on a cette position-là, soit on joue avec les mots, soit on manipule le débat. Et ça veut dire aussi, mais je le dis parce que c'est pas uniquement une parole qui est dite à nos concitoyens, c'est aussi une parole qui doit être entendue par nos concitoyens de confession musulmane, de confession juive, de confession chrétienne ou sans confession. Parce que beaucoup de musulmans sont les premiers à se plaindre quand il s'agit de prendre position par rapport à certaines situations, et puis se tairont dans d'autres. Aujourd'hui, je suis désolé. Je peux bien avoir une position de principe par rapport à la liberté d'expression, mais si aujourd'hui en Turquie, qui est présentée par beaucoup de Turcs comme l'expression d'un modèle, je dis, si aujourd'hui il y a en Turquie un opposant politique qui n'a jamais fait d'autre chose et qui n'a fait qu'une seule erreur, c'est celle de penser contre le pouvoir, sa place n'est pas en prison. Et s'il est en prison, c'est que ça ne va pas et je dois être de son côté. Je pense qu'il faut avoir une attitude qui est une attitude de clarté, de limpidité. Alors je sais, quand je dis ceci, j'ai toujours des ennemis. C'est-à-dire, soit c'est des Turcs, soit c'est des Tunisiens, soit c'est des Égyptiens, soit c'est... À partir d'un certain moment, la position de principe ne souffre pas de jeu. Il faut, de ce point de vue-là, être clair et il faut, dans la liberté d'expression, pouvoir le dire partout et dans toutes les situations. Que ce soit pour les assassins qui ont tué les dessinateurs, les caricaturistes à Charlie Hebdo et les autres. Mais c'est pas fini encore. Il faut aussi dire que à ceux qui viennent nous donner des leçons, on dit mais dites-nous, du côté du pouvoir, comment vous expliquez que Assange soit en prison, alors qu'il a livré des éléments qui sont liés à notre liberté? Il a révélé, Snowden, il a révélé les quantités d'informations
que le gouvernement américain, il nous a donné les clés de tout ce jeu politique, où nous on pense qu'on est libre et on va librement élire qui que ce soit ou acheter quoi que ce soit. Et la somme de données que le gouvernement américain réunit pour chaque citoyen, au point qu'en temps d'élection, on arrive à sortir jusqu'à 300 millions de lettres personnalisées parce qu'on sait ce que vous pensez et d'où vous venez. Elle dit, attendez, là, il y a un vrai problème. Et votre téléphonie, et les mots que vous employez, les gens que vous voyez, et puis vous voyez une personne, puis elle est en relation avec ça, et elle est en relation avec 10, avec 20, avec 30. 10. Et lui, il doit se retrouver en Russie, traître à la cause de l'État. Mais c'est quoi la cause de l'État? C'est la liberté d'expression ou c'est la manipulation des consciences? Vous êtes en train de nous parler de quoi? La plus grande démocratie du monde, où on est libre de penser quand on pense comme tout le monde. C'est la vérité. Donc à partir d'un certain moment, il faut aussi parler d'eux. Il faut aussi parler de tous ceux qui sont en prison, l'autre qui a dû rester pendant de nombreuses années dans une ambassade et pour qui la liberté d'expression n'existe pas. Alors soit on est de tous ces combats, soit on sélectionne ces combats et ça veut tout dire sur notre vrai rapport à la liberté d'expression. C'est une liberté d'expression relative qu'on défend, elle est sélective, elle est malhonnête. Pour moi aujourd'hui, toute défense de la liberté d'expression qui choisit le profil de celui que l'on défend est fondamentalement malhonnête et joue le jeu des pouvoirs. Ça, c'est aussi notre position. Donc vous voyez que ce troisième principe, c'est un principe qui doit être déterminant aussi. Ça veut dire aussi, et c'est le... J'étais au troisième ou au deuxième, vous me suivez là? J'étais au deuxième, là je suis arrivé au troisième. Donc le troisième principe, il est court parce que j'en ai déjà parlé, c'est simplement celui de dire qu'il y a dans la liberté d'expression et dans ce que nous appelons la liberté d'expression aujourd'hui, des considérations qu'il faut absolument que nous réconcilions les consciences avec cette donnée-là. Ce que je disais tout à l'heure, autant aujourd'hui nous sommes dans des débats qui sont très émotionnels, qui sont très liés, qui sont moins liés à des idées qu'ils ne sont liés à des considérations superficielles, à des controverses. On est plus dans la controverse que dans le débat. Et la controverse, on l'entretient par une espèce de réalité c'est bien, il y a l'appel à la prière, comme ça on le sait, mais des réalités qui sont liées à des réactions qui peuvent être même tripales parfois, qui sont peu réfléchies. Il faut véritablement que nous réussissions à nous réconcilier avec ce que je disais tout à l'heure, le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire, oui, dans la loi, on ne critique pas une personne pour sa couleur, on refuse le racisme, la loi le dit. Mais notre quotidien nous dit, mais ne te moque pas des personnes handicapées, ne te moque pas des personnes qui ont une déformation ou une autre, un handicap ou un autre. Ne te moque pas des gens qui souffrent. Et à un moment donné, il faut se dire, de quoi ne dois-tu pas te moquer? Eh bien, il faut agir dans la société comme on agit dans sa famille. Je vais éviter de dire tout ce que je sais être blessant pour celui qui vit avec moi. C'est-à-dire, cette idée que pour prouver qu'on a la liberté d'être, il faut que je te blesse et que je te montre que ma liberté est plus forte que ta douleur, c'est pas humain, c'est pas raisonnable. C'est le degré zéro de l'humain. Et qu'à un moment donné, il faut que nous réconcilions nous-mêmes et nos concitoyens à ça. Si la spiritualité a un sens, si le savoir a un sens, si la solidarité a un sens, c'est ça, c'est dire, non mais attends, mais, je veux dire, non, ça se fait pas, ça ne se fait pas. C'est légal, mais c'est pas sage. La réconciliation de notre société, parce que, en même temps, on voyait bien qu'on pousse sur le légal. On est d'une société où il y a de plus en plus de lois. De plus en plus de lois. Et donc, on est dans un processus restrictif, presque liberticide. Et puis, en même temps, eh bien, si la loi me le permet, je veux dire, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. La loi le permettait qu'elle rentre, la jeune étudiante, dans la commission. La réaction émotionnelle de 2, de 3, de 4, de 5 fait dire à des journalistes
tout à coup, ah ben il faut revoir la loi. Et ils vous diront ça là-dessus. Elle dit, d'accord, ok, on va faire un truc. Vous pensez comme ça? On va demander à la France combien sont pour le fait de réinstaurer la peine de mort. Et on va voir combien ça donne. Vous allez suivre? Non, vous n'allez pas suivre. Parce qu'aujourd'hui, le degré d'émotion dans la réactivité populaire fait que la majorité des Français, des Européens sont pour la peine de mort. Et tout à coup, alors là, vous seriez les garants de nos libertés contre le peuple, mais quand ça vous arrange, vous suivez le peuple et ses émotions. En fait, vous suivez le peuple dans ses émotions quand vous-même, vous avez produit les émotions du peuple. Eh ouais, c'est ça qui est en train de se passer. Et nous, on suit. Ça, c'est vraiment le troupeau. Et donc, à partir de ce moment-là, sur cette question-là, il faut réintégrer dans le débat une dimension, et il faut l'affirmer, il faut avoir le courage de sa sensibilité, le courage de ses blessures et de ses valeurs. Non, on ne rit pas n'importe comment de ma foi ou de mes croyants. Non, on ne rit pas. On ne rit pas de cela de cette façon-là. Il faut, de ce point de vue-là, être réconcilier ceci avec une sorte de responsabilité de la parole. Dernier élément dans cette longue introduction, mais vous verrez qu'elle prendra une partie conséquente de mon propos, c'est de se rendre compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, on nous dit l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère d'une nouvelle liberté. Et c'est vrai. C'est vrai d'une certaine façon que les réseaux sociaux nous offrent une liberté où on peut dire ce que les grands médias ne nous permettent plus de dire, à deux exceptions capitales. Deux exceptions capitales. Pardon ? C'est bon? Deux exceptions, c'est pas deux exceptions capitales, à deux nuances près, dirais-je. La première nuance, c'est de se dire attention, les réseaux sociaux, vous savez, rappelez-vous toujours d'une chose, les traditions spirituelles, toutes les traditions mystiques, comme les traditions religieuses, comme les traditions les plus ancestrales, toutes celles qui passent par le rite, qu'est-ce qui est central? Qu'est-ce qui est central et qui dit, là, tu es un enfant, puis là, il y a un rite de l'adulte, de celui qui prend autorité, qui prend maturité. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'un rite? Qu'est-ce qui nous est dit à nous, musulmans, par exemple? À partir de l'âge de raison, tu deviens responsable de ta foi, si même avant la raison, ta foi était naturelle. Donc, ta foi devient naturelle jusqu'à ce que l'âge de raison te rende responsable de ta foi. Dans les sociétés, c'est la même chose. À partir d'un certain âge, on devient responsable. Toutes les traditions spirituelles, toutes les cultures, qu'est-ce qu'elles vous disent? Un être humain est un être que l'on éduque à devenir responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Assume ce que tu fais. Assume ce que tu dis. Assume. Assume-le. C'est ça, être un adulte. Tu penses et tu assumes. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont inversé les choses de façon phénoménale. On nous a donné plus de moyens de liberté et la capacité de se cacher. Je vais sur le réseau, j'envoie une bombe, j'insulte tout le monde et je disparais. Je suis dans l'anonymat, c'est-à-dire une possibilité d'une liberté sans responsabilité. Tu dis et tu ne payeras pas pour ce que tu as dit, puisque tu l'as dit sans qu'on sache qui tu es. Le réseau social, cette espèce de... Et puis en plus, c'est plus que ça, parce que plus qu'on l'on sait que nous, on peut aller et qu'on peut dire des choses et personne ne saura qui on est. Ça développe dans l'esprit, ce que les études américaines ont montré, la paranoïa. Il y a des gens qui pensent le grand projet pour nous. Donc toi, tu n'es plus responsable, puis il y a quelqu'un qui est responsable quelque part, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu as un double rapport au réseau social, quelqu'un contrôle, mais toi, tu n'es pas responsable. Donc tu y vas, tu dis, tu parles, tu ne mets pas ton nom, tu as un pseudo, etc. Cette réalité d'une liberté multipliée par le moyen, diminuée par l'humanité, est un drame. C'est le contraire de toutes les spiritualités. Si vous voulez le contraire de la spiritualité qui vous dit l'édification de l'être responsable, vous allez sur les réseaux sociaux, l'édification de l'anonyme irresponsable. Bienvenue dans l'anonymat irresponsable. Ça, c'est le premier élément. Mais en plus, vous pourriez être content. On dit, je suis anonyme. Simplement, vous êtes anonyme pour l'autre abruti
qui est anonyme de l'autre côté. Mais vous n'êtes pas anonyme pour celui qui contrôle les datas, qui réussit de ce point de vue-là à vous faire croire que vous êtes libre de dire, mais qui sait lui que de là où vous êtes, il sait ce que vous dites, et comme vous dites d'autres choses, à partir de ce que vous dites, il dessine qui vous pourriez être. Et c'est étonnant, il ne se rate pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont fonctionnent les datas, ce n'est pas comme notre esprit. Nous, on fonctionne par un principe de causalité. A, donc B, donc C, donc je vais à... Le data, c'est pas ça. Il a une telle puissance d'amalgamer les données qu'il fonctionne par le processus de corrélation. Ça va très très vite. C'est des corrélations. C'est pas le principe de causalité, c'est pas A et B, non, c'est A, B, C, D, Z, T, et tout ensemble dessine le portrait. Et ça pourquoi? C'est par la capacité de millions de données qui sont répercutées par une machine qui nous dépasse, non pas par son intelligence, mais par sa capacité à établir des liens de corrélation, pas des liens de causalité. Elle ne pense pas, elle rapproche des notions et qui permettent quand même de donner. C'est tellement vrai que sur le plan médical, sur le plan psychologique, ça vous donne parfois des données plus précises que ce que l'homme peut faire. Parce que la corrélation avec des millions de données est plus forte que la causalité avec quelques données intellectuelles. Et voilà à quoi on... Et vous, vous êtes là, je suis anonyme, je suis libre. Sur le réseau, on vous sait et vous ne savez pas. Et vous pensez que votre liberté, c'est qu'on ne sache pas qui vous êtes, quand d'autres savent très bien qui vous êtes et d'où vous parlez. Et qu'en temps utile, on utilisera ce qu'on sait de vous pour vous mener à penser comme il faut penser. C'est pour ça qu'il y a eu ce grand scandale de Cambridge Analytica qui a totalement orienté l'arrivée de Trump aux États-Unis comme le Brexit en Angleterre. Des millions et des millions et des millions de données qui vous permettent d'orienter. Mais pas simplement d'orienter l'opinion, elle s'est orientée en fonction même de la catastrophe qui paraissait totalement imprévisible et qui va vous orienter par des principes qui sont... Donc vous voyez que ce principe de la liberté d'expression, le principe même de notre humanité, de ce que nous dit toute spiritualité, toute religion, tout humanisme. Tu es un être humain par ta capacité à être responsable. La multiplicité du moyen nous enlève deux choses, ou nous permet d'éviter une chose, c'est-à-dire la responsabilité par l'anonymat, mais l'identification par la donnée, par le data, les big data qui font un portrait et qui donnent un portrait de nous. On est là dans une donnée qui est très très importante parce que ça a des conséquences sur la liberté d'expression. Bien sûr que ça a des conséquences sur la liberté d'expression, sur notre capacité à nous croire libres, parce que pire que de ne pas être libre, c'est de se croire libre. Oui, c'est ce que disait Marcuse. Marcuse disait la capacité de nos sociétés contemporaines, c'est l'homme unidimensionnel. On pense qu'on pense librement, puis vous regardez dans les librairies, dans la tendance à toujours aller dans la même direction idéologique. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. Et alors, ce que j'aimerais mettre en évidence simplement par rapport à ceci, par rapport à notre questionnement aujourd'hui, c'est de comprendre à partir de ces principes la reconnaissance que la liberté d'expression est un droit et qu'il y a des limites, que nous devons condamner tous ceux qui tuent et qui ne respectent pas, tous et sans exception et sans sélection, que dans une société donnée, nous devons apporter dans la société la responsabilité, le sens d'une certaine sagesse civile, qui est de dire attention, il faut assumer. Et que de ce point de vue-là, ça va vouloir dire aussi que par rapport aux nouveaux réseaux, aux nouvelles dimensions, toutes ces plateformes qui nous sont données, il faut en faire une étude critique, c'est-à-dire se poser la question de comment nous sommes par rapport à l'anonymat et comment nous allons pouvoir résister à toutes ces données qui sont prises sur nous. À un moment donné, il y a véritablement une question éthique sur la question des informations qui sont prises sur nous. Et là, de ce point de vue-là, faites attention, hein, ne pensez pas que c'est uniquement des choses qui se passent aux États-Unis. Parmi les pays aujourd'hui qui ont un système de sécurité extraordinaire par rapport à leurs citoyens, il y a les États du Golfe. Les Émirats, c'est un truc de fou. C'est fou comment ils... Et puis, comment ça s'est... Ceux qui ont pensé que Facebook aidait les peuples à se libérer de leurs dictateurs, il faut étudier un peu, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je veux dire, Facebook pour la liberté.
d'accord. Facebook pour les peuples, d'accord. Mais c'est le degré zéro de l'intelligence, ça. De penser qu'ils vont travailler. Quand on sait quels sont ceux qui les financent, que parmi ceux qui étaient les plus grands financeurs, il y a Goldman Sachs. Ah, Goldman Sachs, c'était pour la liberté du peuple égyptien. D'accord. Revenez me voir l'année prochaine. Mais c'est honteux, parce que c'est des drames, parce qu'il y a des gens qui sont morts en prison, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils en ont tué des milliers. Et que ceci, c'est de l'orientation, ce n'est pas de la liberté d'expression, comme on a pu le penser, qu'à partir d'un certain moment, si on avait étudié un peu, on aurait su que les choses étaient un tout petit peu plus difficiles que ça. Quand on est dans cette démarche-là, ça veut dire, vous avez bien remarqué, depuis que je parle, quand on parle de la liberté d'expression, on est dans un rapport de dominant et de dominé. Qui dit le droit? Qui dit l'expression? Qui dit ce qui est possible de dire? Et là, de ce point de vue-là, la première des choses qu'il faut contester, c'est ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Dans l'ordre du monde, ce qui nous est présenté, c'est la liberté d'expression est notre valeur à nous, l'Occident. C'est-à-dire, la liberté, c'est notre valeur, que vous viendriez, vous les autres qui venez pas de l'Occident, contester. Ceci, il faut le contester. Cette idée de ce monopole de la valeur de la liberté d'expression, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai historiquement. Mais regardez, et pas simplement que l'Andalousie, et pas simplement Suleiman le Magnifique. Je veux dire, historiquement, ça n'est pas vrai. L'Inquisition, le fait de la lutte contre la liberté d'expression jusqu'à très très récemment, et encore aujourd'hui, ça n'est pas le monopole d'une civilisation. Elle est contestée partout, par toutes les civilisations. Elle est un objet de défi, elle est un objet de lutte. La liberté d'expression, elle est un élément, un objectif d'une lutte à continuer partout. Mais même dans la tradition musulmane, je veux dire, dans la tradition musulmane, il est dit, il faut que tu te battes pour ta liberté d'expression, même par rapport à tes parents. Même par rapport à tes parents. Tu dois les respecter, mais tu dois parler. Au point que si tu les respectes, tu les respecteras mieux si tu ne les respectes pas quand ils sont injustes. Je dis, attendez, je veux dire, c'est des éléments qui sont déterminants. C'est-à-dire que tu regardes ton père, tu regardes ta mère, tu dis, attends, je t'aime, mais ce que tu fais là n'a rien à voir à ce que Dieu attend de moi. Donc au nom de ce que Dieu attend de moi, je n'irai pas dans ce que toi tu attends de moi, parce que tu attends de moi peut être injuste ou peut-être, je veux dire, on ne peut pas se soumettre à l'éducation de ses parents injustes contre la justice qui nous est demandée en tant qu'être humain. Dès qu'on est responsable, il faut avoir cet éveil-là. On est compte jusqu'à où ça va. Donc ce n'est pas une valeur qui vient d'ici et que nous, on viendrait discuter le monopoly de cette valeur. Donc il faut commencer ce débat-là sur la liberté d'expression à partir d'une discussion qui refuse ce clivage qu'on nous impose. C'est notre valeur que vous contestez. Notre, vous, nous et vous. Tout de suite ce débat-là. Et cette discussion sur la liberté d'expression nous place dans ce clivage nous et vous. Et donc ça ne peut pas être. Il faut réconcilier et notre mémoire, comme je le disais tout à l'heure. Et donc vous comprenez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous l'acceptez, vous ne comprenez pas que le vrai danger de ce débat-là, c'est que dans la discussion nationale, on nous place, nous, à l'extérieur de la nation, et que la nation, c'est nous qui avons la valeur, c'est nous qui avons la liberté, puis vous, vous êtes à l'extérieur. Donc en fait, vous n'entrerez dans le nous que quand vous penserez comme nous. Donc les dés sont pipés dès le départ, c'est-à-dire nous avons le monopole de cette liberté et vous ne pourrez être des nôtres que si vous êtes d'accord avec notre idée de la liberté. Donc vous êtes dans une situation, comme je vous le disais, on vous a séparés, vous traitant de séparatistes. On vous a séparés. Vous êtes à l'extérieur du débat. Et donc, ceci, c'est pour bien comprendre que dans ce débat-là, la première difficulté, c'est de refuser les termes du débat que nous impose celui qui domine le débat aujourd'hui et qui nous donne l'impression qu'il nous donne cette possibilité-là. Et je vous dis ceci pourquoi? Parce que c'est vrai en Europe.
Mais quand j'étais en Malaisie ou quand j'ai vu aussi en Indonésie, on a le même problème. Des Malaisiens musulmans demandent à des Malais qui peuvent être bouddhistes ou autres de faire le même pas. C'est-à-dire, c'est notre idée de la liberté. Je veux dire, vous allez en Indonésie, on dit, mais les non-musulmans ou les musulmans ne peuvent pas utiliser le nom de Dieu ou ne peuvent pas utiliser le nom de... Pourquoi? Parce que c'est notre réalité, c'est notre monopole. Et donc vous avez des musulmans, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez le monopole du discours premier et puis vous l'imposez aux autres. Encore une fois, comprenez-moi bien, la lutte pour la liberté égalitaire de tous, si elle est légitime ici, elle doit l'être partout. Elle doit l'être partout. Il ne peut pas s'agir d'accepter des discriminations sur des appartenances. Et celui qui, encore une fois, n'est pas cohérent dans ses luttes, ne peut pas avoir de perception qui soit juste sur le plan. On peut pas être pour la liberté ici et silencieux partout où elle ne nous convient pas. Ça ne peut pas être. Et je veux dire, de ce point de vue-là, c'est notre attitude qui doit être importante et qui nous fait comprendre que là, il y a une dynamique sociale qui va inverser le rapport du dominant. C'est ce que posait dans toute sa réflexion sur le champ public Habermas, dans cette réalité de la dynamique sociale, de qu'est-ce qui détermine le juridique ou l'espace de cette liberté d'expression. Il faut de ce point de vue-là se placer dans le nous, se placer dans l'universel, le dire à partir de notre histoire, le dire à partir de nos valeurs et ne jamais accepter que nous ayons à prouver de façon supplémentaire la liberté qui est un élément fondamental de notre expression de l'éducation et de la conscience humaine. Ça, c'est un élément, mais pour ça, il faut pouvoir, de ce point de vue-là, le défendre de façon particulièrement importante. Le deuxième point sur lequel nous avons à réfléchir, et pourquoi ça revient, pourquoi cette notion de liberté d'expression revient, c'est qu'on a associé dans nos sociétés aujourd'hui la notion de liberté à la notion de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit vous êtes libre, c'est bien, mais quand on vous dit vous êtes en danger, et vous êtes en danger, quel est le danger? Vous avez trois types de dangers. Le premier des dangers que vous avez, c'est celui qui est l'atteinte à votre vie. D'accord? Il y a des meurtriers, il y a des terroristes. Donc, le terroriste qui peut atteindre votre vie met en danger votre liberté physique. Maintenant, vous avez un autre type un autre type de danger, c'est que le présent, celui qui est ici, le migrant par exemple, il met en danger, vous n'êtes plus en sécurité sur le plan social. Donc il touche à vos libertés sociales. Vous êtes en train de perdre les acquis de longues années parce qu'il vient. C'est ce que l'on connaissait par les racismes. Et puis vous avez le troisième des dangers, c'est celui qui vient et qui est l'autre, qui est le musulman aujourd'hui, hier il est... Et il met en danger votre identité. Et donc là, vous êtes en perte de liberté culturelle. Donc physiquement en danger, socialement en danger, culturellement en danger. Et tout ça revient à quoi? Votre liberté. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour que s'établisse ce débat, on va faire de la diversion. On va orienter le peuple vers ce qui met en danger la sécurité. Parce qu'il faut que vous compreniez que ceux qui sont présents et qui peuvent vous tuer, ils mettent en danger votre liberté physique, votre liberté culturelle, votre liberté sociale. Et que vous commencez à voir les débats que nous avons aujourd'hui sur le terrorisme, sur l'appartenance religieuse et sur la réalité de ces migrants. Certes, parmi les migrants, il peut y avoir des terroristes, mais le migrant, par définition, il vient changer l'identité de la société et l'équilibre social. Regardez ce qui se passe, on vous dit, le migrant vient, on va lui donner une chambre d'hôtel, alors qu'il y a des vieux et il y a des personnes qui sont ici et qui n'ont rien, et donc on joue l'un contre l'autre. Et de tout ceci, tout ce qui ressort de la question sécuritaire, c'est la question de votre liberté. Et donc on vous oriente vers l'ennemi. L'ennemi, c'est le migrant. L'ennemi, c'est le musulman. L'ennemi, c'est le terroriste. Et c'est lui qui va vous... Et qui fait ça? Eh bien, celui qui vous contrôle. C'est-à-dire, contrôlez-les, nous vous contrôlons. Et vous savez quoi?
ils sont tellement dangereux pour votre sécurité qu'on va encore mieux vous contrôler, mais pour votre sécurité. C'est-à-dire, on crée la peur par la sécurité et on va vous contrôler. Et on va vous contrôler comment? Par tout ce qui va vous donner l'impression d'être plus en sécurité. Nous contrôlons ceux que vous contrôlez et nous vous contrôlons tous les deux. Ça, cette réalité-là, ce débat que nous avons là, vous voyez comment il est en train de se passer aujourd'hui. Pourquoi, à 1 an et demi des élections, pourquoi de façon cyclique, vous sentez que des éléments du pouvoir lancent des débats comme ceci qui sont de nature à créer des tensions, de la peur, et de la peur. Attention, vos libertés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de remettre en cause la liberté acquise des femmes, les libertés sociales, les libertés physiques. Ils sont en train de remettre en cause vos libertés et l'État serait le garant de ces libertés. Et qu'est-ce qu'il fait pour être le garant de vos libertés? Pour votre sécurité, il vous surveille. Et on est dans ce débat-là. On est dans cette réalité-là. Regardez ce qui est en train de se passer, la société liberticide, réellement, tout ce travail de surveillance, tout ce travail de diversion. Et encore une fois, si nous entrons dans ce débat par la petite porte, et que la seule chose qui nous intéresse, parce que comprenez bien ce que je suis en train de dire, ça, c'est vrai, mais dans tous les pays du monde. Là, je ne suis pas en train de parler de la France. Je peux vous parler c'est les États-Unis, c'est les pays africains. C'est les pays africains. Quand je veux dire, mais regardez ce qui est en train de se passer, un truc de fou. Qui aurait pu penser ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire entre les musulmans et les chrétiens, en Afrique centrale? C'est des manipulations. C'est créer l'insécurité pour ajouter le contrôle. Et ça, ce n'est pas le monopole de l'Occident, c'est le monopole des dominants. C'est ceux qui, n'ayant plus d'idées, eh bien, jouent les émotions les unes contre les autres, les identités les unes contre les autres, voire même laissent faire des terroristes. Et quand je dis ceci à ceux qui disent « Ah, complotiste », je veux dire, encore une fois, je répète, c'est un complot intellectuel de penser qu'il n'y a pas de complot. Et celui qui lit l'histoire de France, il n'y voit pas des complots et des traquenards et des... Il sait rien de l'histoire de France. Et il ne sait rien de l'histoire de la colonisation, comment on a éliminé certaines personnes. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc on n'est pas des complotistes, mais on sait étudier les complots. Et on sait qu'il y a des comploteurs. Très haut. On sait qu'il y a des comploteurs. On sait comment il y a eu un complot contre Sankara. On sait comment on l'a éliminé. On sait comment on a éliminé la résistance dans un certain nombre de pays africains. On sait ceci. Il faut arrêter à partir d'un certain moment pour donner l'impression qu'on est dans le consensus intellectuel d'être dans la bêtise normalisée. Parce que ça ne peut pas être. À un moment donné, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer et que ces réalités-là, elles jouent partout. Comment on joue la sécurité et à partir de l'entretien de l'insécurité, avoir une politique liberticide et qui va contre notre liberté d'expression. Alors, pourquoi je dis ceci? Parce que le problème, c'est qu'on a des citoyens aujourd'hui à travers le monde, qui soient musulmans d'ailleurs, ou qui soient d'autres confessions, mais en particulier les musulmans. On a vraiment l'impression qu'ils entrent dans ce débat, mais vraiment par la petite porte. C'est si je ne peux pas pratiquer, si je ne peux pas dire ce que je pense, islamophobie. Mais il n'y a pas que ça. L'islamophobie, c'est un élément expressif d'une politique qui est beaucoup plus large. Donc il ne faut pas jouer le racisme qui te touche, qui est une réalité, en ne comprenant pas la logique générale qui est en train de s'installer partout. Parce que l'islamophobie est une des formes nouvelles du racisme, mais qui touche tout ce que l'on a aujourd'hui, qu'on est en train d'essayer de faire de nous, c'est-à-dire les nouveaux vecteurs de l'insécurité, Alors à partir d'un certain moment, il ne faut pas se positionner uniquement en tant que musulman, mais en tant que ce citoyen qui a compris les données du problème avec les autres citoyens qui ont compris les données de ce problème. Ce n'est pas l'appartenance qu'il faut simplement mettre en évidence, même s'il faut la mettre en évidence. Je veux dire, il faut le dire. Je veux dire, vous entendez bien, moi je le dis depuis 30 ans. L'islam est une religion européenne, c'est une religion d'Europe, c'est une religion d'Occident, point. Ça ne se discute même pas. Maintenant, comment nous allons nous positionner par rapport à ça? Non pas en faisant ce que vous voulez. On ne va pas se défendre comme musulmans opprimés. On va se défendre comme être humain déterminé à être le bien pour toute l'humanité.
en comprenant ce qui était en jeu là, ce que vous êtes en train de nous faire à tous. Parce que ce n'est pas que nous les victimes. Je veux dire, l'islamophobe qui est entraîné parce qu'il voit à la télévision à devenir un raciste primaire, c'est une victime, mais primaire, de ce qu'on fait de lui. Parce que, je veux dire, quand vous voyez certains commentaires qui sont faits sur des propos qui sont tenus, vous dites, mais pauvre esprit, pauvre de vous, qu'est-ce qu'on est en train de faire de vous? Ça, c'est la civilisation. Si c'est ça la civilisation, si c'est ça l'éducation, où va-t-on? Et j'en arrive à ma conclusion pour dire de ce point de vue-là que ce qu'on fait, c'est de nous tourner ce regard vers l'extérieur dans ce contrôle et que on va alimenter de ce point de vue-là tout ce qui va nous pousser à nous positionner par rapport aux autres et à l'autre. Alors, je vais vous prendre 2 ou 3 exemples. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, l'entretien de ces controverses, je veux dire, vous avez, en France, on a des cas d'espèces. Je veux dire, quand vous entendez là Bigot, là, qui vient d'intervenir en disant l'islam par définition, ce qu'on entendait tout à l'heure, par définition, l'islam, c'est, il lit un texte du Coran, il dit c'est par définition, c'est essentiellement, la femme essentiellement, c'est un essentialisme, elle est opprimée en islam. Il ne peut pas y avoir d'émancipation féminine avec l'islam. Puis il dit, nous, dans notre société, c'est la courtoisie, c'est la galanterie. Et il dit, attends, assieds-toi un peu, parce que là, il y a un vrai problème. Je veux dire, non seulement il y a l'ignorance, mais alors là, en plus de l'ignorance, il y a la bêtise affichée. Premier élément, depuis quand est-ce qu'on prend un texte comme ceci, puis qu'on commence à essentialiser une religion? Je veux dire, si on prenait la Genèse, et pour les Juifs et les chrétiens. Je veux dire, dans la Genèse, 2 filles vont enivrer leur père et violer leur père. Ils vont l'enivrer. Et donc, à partir de ce texte-là, on pourrait se dire, c'est toute l'expression d'une culture de l'enivrement, d'une culture de l'alcool. Et donc, mais c'est pas vous qui êtes devenus comme ça, c'est dans la Bible. Vous êtes des poivrons. C'est écrit. Donc le texte le dit, on ne va pas chercher plus loin. Je veux dire, vous rigolez. Ben, le type, il fait ça. Et tout, il dit, ah ben ça c'est vrai, c'est dans le Coran. La bêtise. Et puis après, il dit, nous, c'est la courtoisie. On lui a dit, assieds-toi. Est-ce que tu as lu Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, pour qu'un homme te dise, mais la courtoisie, ça vient d'où? D'où vient la courtoisie? Les chansons, les troubadours, ils viennent d'où? C'était les musulmans et les arabes qui l'ont amené au sud de la France. Donc la courtoisie, c'est nous. À l'époque où, quand on voyait un musulman courtois, on disait « Ah là, ceux-là, ils sont permissifs, nous, c'est la loi ». Je veux dire, on ne connaît plus l'histoire. Et là, il pérore comme ceci partout. Et vous avez des onfrais qui confondent la sourate avec le verset, qui dit n'importe quoi sur la religion. Et ça pérore. Je veux dire, j'étais content, récemment, il intervient à la télévision, puis il parle de la physique quantique. Alors, ceux qui connaissent la physique quantique, ils se disent, ouh là 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 là. Ah, il est bon, lui, mais alors sur la physique quantique, il connaît rien. C'est-à-dire, le problème avec certains de ces philosophes-là, c'est que quand vous connaissez chacun des sujets, vous pouvez dire la même chose sur chacun. C'est-à-dire, ce qui ne sait pas de la physique quantique, il ne sait pas de l'islam, il ne sait pas de Freud, il ne sait... Alors, c'est ce qu'on appelle un intellectuel approximatif. Mais il a juste un peu plus de savoir que tous les ignorants qui le questionnent. Ah ben voilà, ça vous donne le profil. Puis avec Zemmour qui dit n'importe quoi. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez vous promener. Et vous allez voir Douglas Murray, Daniel Pipes et Dawkins. Tous développent des intelligences sur tout l'Occident, États-Unis, Angleterre, oh, vous en avez partout. C'est-à-dire, vous n'êtes pas privilégié en France, c'est partout pareil. C'est-à-dire des intellectuels approximatifs dont le but, c'est d'entretenir, au nom de leur liberté d'expression, l'entretien de l'ignorance de l'autre. Et de faire en sorte qu'on va réduire la loi, perdre le bon sens dont je vous parlais tout à l'heure, et stigmatiser, orienter la pensée de l'autre vers l'extérieur. Jouer exactement ce que le pouvoir veut. Orienter leur pensée à l'extérieur, là est le sujet, ça c'est l'insécurité. Vous allez y perdre de la liberté, mais vaut mieux être en sécurité et perdre sa liberté qu'être libre et en danger. Et voilà, l'équation est simple. Et de l'autre côté, pas de débat qui soit plus approfondi que ça.
Et donc ce retour cyclique vient quand on s'aperçoit d'une chose. Quand le débat idéologique a perdu de sa substance et qu'on ne parle plus d'idées vraiment politiques aujourd'hui, on n'a plus d'idéologie, on est en train de jouer avec l'émotion populaire. Ce qui a été aujourd'hui l'expression des moyens de la liberté politique a été la diminution des fins du débat politique. Les finalités du débat politique disparaissent. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est jouer sur les émotions. Et donc, ce que vous voyez en France, quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a la normalisation du discours d'extrême droite, eh bien, promenez-vous à travers l'Europe. Regardez ce qui est en train de se passer en Angleterre avec Boris Johnson. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe dans les autres pays européens. Regardez même ce qui se passe dans un certain nombre de pays africains où on joue la carte identitaire. Et vous dites, là, on est vraiment en danger. Là, on est en danger parce que c'est la transformation, si vous voulez, la détérioration, la perversion du débat sur la liberté d'expression en un débat sur la priorité du sécuritaire, la priorité de l'identitaire et la priorité de sa chasse gardée, du rapport de domination qu'on peut avoir. Sinon, on ne comprend pas ceci, on va rentrer dans un cycle qui va continuer. C'est cet éternel retour de cette question qui est une véritable manipulation et dont on se rend compte aujourd'hui que si nous n'en sortons pas ou si nous ne la questionnons pas, eh bien, nous aurons véritablement des lendemains qui seront difficiles. Un dernier point. On ne peut pas parler de cette liberté d'expression sans dire une chose également de ce qui est en train de se passer. On a parlé des réseaux sociaux, mais ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, c'est la monopolisation de plus en plus importante de tous les organes de justement l'information, les médias. Et donc on s'aperçoit, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'était vrai aux États-Unis de façon un peu subtile. Si vous regardez ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui, c'était vrai encore en Angleterre, ça a beaucoup évolué dans les 15 dernières années en France. C'est-à-dire la répartition du monopole médiatique à travers les mains des milliardaires, de certains milliardaires, dont on sait que ces milliardaires ont besoin du pouvoir et que ce pouvoir a besoin des milliardaires. Donc ils sont interdépendants. Et que c'est eux qui donnent le là d'une certaine réflexion ou d'une certaine idée. Et vous allez vous rendre compte que les médias qui sont tenus par ces milliardaires, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Les trois choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. 1. Vous êtes en danger physiquement, vous êtes en danger socialement, vous êtes en danger identitairement. Allez-y, la lutte elle est là, c'est eux les ennemis. Allez dans la confrontation. Et puis on va même vous donner un mot. Hier, c'était le communautarisme, et comme Macron a ceci de similaire avec Barack Obama, que c'est un président du verbe, ben on change le mot, mais on pense la même chose. Séparatisme. Sauf que séparatisme, c'est le mot qu'utilisent les Chinois pour déterminer la population musulmane. Des séparatistes. Dangereux. Dangereux. Donc, on enlève communautarisme, mais c'est séparatisme. Et qu'est-ce que c'est, ce séparatisme? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure là. L'autre. L'autre. Et puis, qui sépare qui? Non, non. On vous a dit vous, mais vous serez toujours vous, tant que vous ne serez pas comme nous. L'équation, vous ne vous en sortez pas. Verbalement, c'est verrouillé. Intellectuellement, c'est puissant, c'est extrêmement difficile. Parce que verbalement, c'est verrouillé. La façon dont on entre dans le débat vous a mis déjà en difficulté. Si vous dites, je ne sais pas si vous avez vu... c'était vraiment caricatural. C'était l'interview de Bourdin avec la députée Obono. Vous l'avez vu? Mais c'était caricatural. Je veux dire, c'était verrouillé avant même qu'elle commence à parler. Elle dit, pourquoi vous me dites à moi qu'il faut que je... Eh ben voilà, c'est fini. Eh ben voilà. Tu commences à parler, il t'a déjà mis dans la place. Il a un autre interview avec Marion Maréchal. Ah non, là, c'est plus complice. Là, c'est nous. Là, c'est nous. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui sous-tend tout ceci? Et donc, cette réflexion-là, elle doit nous pousser sur la question de la liberté d'expression. Qu'on vive en Afrique,
qu'on vive dans le Grand Sud ou qu'on vive en Occident aujourd'hui, de vraiment nous positionner. On ne peut plus parler de la liberté d'expression si on n'associe pas la liberté d'expression à 1. Les pouvoirs, 2. La question de la sécurité, 3. Les idéologies, les approches sélectives de cette question-là. Les approches sélectives de cette question-là. Moi, je suis désolé quand aujourd'hui on sait ce qui est en train de se passer dans les geôles, dans les prisons. Je veux dire, mais vraiment, quand même, il a fallu une image d'un Afro-Américain avec le genou d'un policier pour que les universités, le monde entier deviennent Black Lives Matter. Et ça fait des années et des années, jusqu'à encore aujourd'hui, que les Afro-Américains sont soumis à la pire, je veux dire, de l'exploitation et de la discrimination dans leur liberté d'expression, dans leur liberté physique, dans leur sécurité quotidienne, dans leur dignité. Combien? Elle fait combien? 2 minutes? 2 minutes la vidéo. 2 minutes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une société. Ce ne sont plus des sociétés qui pensent, ce sont des sociétés qui réagissent. Je veux dire, c'est vraiment comme on le fait dans les laboratoires. On vous envoie des stimuli, puis on regarde comment vous réagissez. On ne te demande pas de penser, juste réagis. Alors des fois, ça va dans le bon sens, comme cette fois-ci. Mais 90% des autres fois, c'est dans l'autre sens. Le stimuli, il est négatif. Le stimuli, il est négatif. Vous ne vous rendez pas compte l'impact que peut avoir les 15 secondes où vous voyez à l'Assemblée nationale une jeune femme qui me porte le foulard et des gens qui se lèvent et qui sortent. Ça, l'impact que tu as sur le plan populaire. Alors, chez ceux qui se sentent victimes, on est dans l'empathie. Et pourtant, vous savez combien le sondage qui est sorti cet après-midi que j'ai entendu, 72% de ceux qui ont été interrogés sont pour le fait qu'une femme qui porte le foulard ne puisse pas entrer à l'Assemblée nationale. Je veux dire, mais c'est là la question de la liberté d'expression. C'est ça la liberté de penser. Qui peut pousser à ce qu'on en arrive à des chiffres pareils et à des pourcentages pareils? Voilà, c'était la réflexion simplement pour faire un pas en arrière et voir la complexité du propos. Vous aurez compris que ceci doit nous mener à une réflexion qui n'est pas simplement de réagir à cette question, mais d'en poser les termes de façon beaucoup plus offensive. Aujourd'hui, la question de la liberté d'expression, elle nous appartient. On doit en parler. Je veux dire, moi je peux vous dire, je suis d'autant plus bien placé, je veux dire que, à l'heure qu'il est, là où je vous parle, je suis présumé innocent, et je reçois un téléphone de mon éditeur qui me dit « je ne peux plus te publier ». Donc ça fait déjà 30 ans que je ne peux pas parler dans n'importe quel lieu public dans ce pays, mais là maintenant, je n'ai même pas le droit à la plume. Je n'ai même pas le droit à m'exprimer, parce que quand on te publie, on ne peut plus faire son métier. Ah ben c'est gentil. Donc, tout ça pour vous dire que ça cet élément-là, mais c'est rien, c'est juste l'arbre qui montre tout ce que je suis en train de vous dire. C'est beaucoup plus grave que simplement de ne pas pouvoir écrire, c'est beaucoup plus profond, et ça nous mène à tous, nous tous, à devoir nous poser les questions avec cette profondeur, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie beaucoup.